Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Deux invités sont sur ce plateau. Eva Rogo-Lebenez, traductrice, auteure et styliste que l'on retrouve. Et une nouvelle invitée qui a pris la place de Nadia, Catherine Botros. Vous êtes cofondatrice de l'association Jenga qui œuvre plutôt au Kenya pour les enfants orphelins et défavorisés. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et un éditorialiste est également sur ce plateau, Alfred Chango. Voici le dossier du jour. Comment assurer la scolarisation universelle dans l'enseignement primaire au Kenya? Est-ce tout simplement possible? Les mesures prises par les autorités sont-elles efficaces? Et dans quelle mesure les habitudes et les réalités locales sont-elles un frein pour l'accès à l'éducation? Autant de questions dont nous allons débattre dans quelques instants, juste après ce reportage signé Olivier Conan, envoyé spécial au Kenya. Une éducation de qualité au service du développement, c'est l'ambition du Kenya. Pour le réaliser, l'État met des ressources importantes à disposition du secteur de l'éducation. Pour l'année fiscale 2013-2014, le budget du pays s'élève à 1 600 milliards de shillings, soit 9 130 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 130 milliards de shillings, environ 740 milliards de francs CFA, sont alloués à l'éducation. Ce montant très élevé démontre tout l'intérêt que le gouvernement porte à la formation de la jeunesse. Il s'agit de relever les standards du secteur éducation-formation qui rencontre de nombreux problèmes comme dans la plupart des pays africains. Avec l'instauration de la gratuité de l'école primaire en 2003, il y a eu un fort accroissement du nombre d'élèves, mais celui des enseignants n'a pas suivi. Cela occasionne des classes aux effectifs pléthoriques qui ne sont pas propices à l'obtention de résultats scolaires toujours satisfaisants malgré les efforts fournis. Dans les zones rurales, certains élèves n'ont pas la possibilité d'aller à l'école de façon continue. Il y a nécessité de vérifier que les élèves suivent les cours jusqu'à la fin. Le gouvernement a fait l'effort de donner la gratuité de l'enseignement, de sorte que les élèves ne paient que le déjeuner. Le gouvernement fournit les matériels didactiques et prend en charge le traitement des enseignants. Il fait beaucoup, mais il y a encore des challenges dans certaines matières où il n'y a pas assez de professeurs. Le gouvernement fait du bon travail, mais parfois, les élèves ne sont pas assidus aux cours, ne viennent pas en classe et passent leur temps à jouer. De grands défis sont à relever en matière d'infrastructures. Le Kenya est la première économie d'Afrique de l'Est, ce qui lui permet d'avoir des infrastructures éducatives relativement nombreuses, mais les besoins sont encore très importants. Le nombre d'élèves par classe est un véritable challenge pour les enseignants. Ces derniers se plaignent également de leurs conditions de travail et de leurs salaires qui ne seraient pas attractifs. Another challenge also is that teaching and learning resources. We find that Un autre challenge, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour les enseignants. Ils doivent attendre jusqu'à ce que le gouvernement intervienne pour avoir suffisamment de ressources. Il y a également le fait que les enseignants quittent certaines régions pour d'autres à cause du salaire. Il y en a même qui, quand ils finissent leur formation, partent pour d'autres pays développés où ils sont mieux payés. Malgré les difficultés, le personnel enseignant s'efforce de dispenser un encadrement de qualité aux élèves. Sur toute l'étendue du territoire, on dénombrait au primaire 7,6 millions d'élèves en 2007 contre 5,9 en 2002. En 2009, on comptait près de 14 millions de jeunes scolarisés au Kenya. Cependant, le taux de scolarisation de 73% environ n'est pas jugé satisfaisant. Il y a des efforts à fournir parce que le système éducatif kenyan a un label qui ne peut être maintenu que par un enseignement de qualité et un encadrement rigoureux. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas à l'école pour le simple fait d'être à l'école. Les élèves et les parents doivent s'assurer qu'à la fin des 4 années de cursus scolaire, ils doivent se focaliser sur leur carrière. Ils doivent penser à l'après-école, à ce qu'ils feront après. Ils doivent aller plus loin que les 4 ans d'études. De plus en plus de gens ont accès à l'éducation, donc il faut mettre en place des structures dans l'enseignement supérieur. On encourage les enfants à aller le plus loin possible dans les études. L'éducation au Kenya est un secteur très important, ne serait-ce qu'à cause du nombre très élevé de jeunes qui reçoivent une instruction. C'est pourquoi les hommes politiques, et notamment les députés, ont des points de vue généralement convergents. Ils sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire mettre les élèves dans de bonnes conditions d'apprentissage. Nous voulons améliorer l'enseignement technique parce qu'on ne veut pas que ce pays devienne uniquement un pays d'académiciens. Nous voulons avoir également des techniciens. Le manifeste, le programme du parti Jubilé l'a clairement signifié.
Les établissements de l'enseignement technique dans les comtés ont reçu beaucoup d'argent pour pouvoir donner à nos jeunes l'expertise technique nécessaire. Our young people with the technical expertise that is required. Nous avons plus de 35 universités au Kenya depuis les 20 dernières années. Nous avons beaucoup d'établissements secondaires et des lycées qui se portent bien. Au niveau primaire, nous essayons de changer beaucoup de choses parce qu'à cause du manque d'infrastructures et de matériel didactique, le niveau de l'enseignement a beaucoup baissé. Mais je sais que le Parlement et le gouvernement en place n'ont pas d'autre choix que de faire en sorte que l'éducation soit l'un des succès dans les 5 prochaines années. À noter que cette année, le gouvernement a prévu 10 milliards de shillings pour la gratuité de l'école primaire. 2,6 milliards de shillings sont alloués aux cantines scolaires et près de 21 milliards à l'enseignement secondaire public. Mais le programme phare, c'est l'achat d'ordinateurs portables et de logiciels d'enseignement pour un montant de 52 milliards de shillings. Ils permettront à l'école au Kenya de s'inscrire résolument dans le mouvement des technologies de l'information et de la communication. Cela assurera le succès de la révolution numérique au Kenya, portée par la téléphonie et l'Internet mobile, qui ont permis le développement de produits comme M-Pesa, un moyen de paiement phare du mobile banking. Au total, le gouvernement kenyan veut améliorer le taux de scolarisation pour permettre au pays d'être un leader de nouvelles technologies de l'information et de la communication en Afrique. Cela passe par un système éducatif performant et des élèves mieux formés pour relever les défis du développement. Eva Rogole-Benez, alors quel état des lieux faites-vous de ce secteur-là, de l'éducation au Kenya, tout en sachant qu'à peu près 740 milliards de francs CFA sont alloués à l'éducation chaque année? Une chose qui s'est passée depuis 2003. 2003, c'est l'année où le gouvernement de Kibaki a rendu la gratuité des écoles primaires. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu trop de gens qui sont revenus à l'école, les enfants qui sont revenus à l'école. Donc on a les classes, comme on voit, les classes qui sont vraiment impossibles avec... Un professeur ne peut pas avoir 50, je ne sais pas combien d'élèves. C'est ça, c'est une moyenne, 40-50 élèves par classe. C'est ça. Et c'est ça, je pense que le défi aujourd'hui, c'est pas vraiment qu'on manque les enfants qui viennent à l'école. Moi, je pense que le défi, c'est de donner les qualités, de bonnes qualités d'éducation. Et les qualités d'éducation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très cher au Kenya pour nous, parce que c'est un pays qui est connu depuis des années, depuis que l'éducation était là, et à un niveau à très haut niveau. Et au Kenya, une chose, c'est qu'on parle toujours de marathoniens, des compétitions là. Moi, l'école aussi, c'était aussi un autre endroit pour compétition. C'est ça. Nous, à chaque fois, tu voulais être le meilleur, mais ça, c'est des choses parfois qu'on ne voit pas chez des enfants. Aussi, beaucoup de bourses. Oui, on ne voit pas chez des enfants aujourd'hui cette émulation d'aller vraiment chercher être le meilleur dans la classe. Et on pense aussi que c'est à cause des choses comme la technologie. Voilà, les gens, ils ont des téléphones portables ici. Ils ont des trucs, on peut trouver tout dans les kiosques, je pense. Mais donc, des défis de ce gouvernement au Kenya, c'est de trouver un moyen de donner les qualités d'éducation. Mais des qualités d'éducation, il faut aussi l'argent, je pense. Et Catherine Botros, alors vous êtes rendue au Kenya, vous le faites régulièrement. Qu'est-ce qui manque pour que l'éducation au Kenya redevienne ce qu'elle était dans le temps? Je pense avant tout que c'est effectivement une question de moyens. On a parlé de grosses sommes qui sont allouées au budget de l'éducation. Dans les faits, dans certains quartiers, on peut se demander où est cet argent, puisque rien ne change. Le quartier de Nairobi, par exemple par exemple, des quartiers plus défavorisés, comme les quartiers de Kayole, le bidonville de Soweto, il y a des écoles publiques qui sont totalement dépourvues de moyens, peu de professeurs, des classes surchargées. On parlait d'une moyenne à 45-50. Là, ce sont des classes à 60-70 élèves, des professeurs justement qui ne tiennent pas la cadence face à cette réalité. Et je pense que c'est avant tout effectivement une question de moyens, peut-être donner aux professeurs davantage de manuels scolaires, puisque jusqu'à présent ce sont les étudiants, les élèves eux-mêmes qui doivent les acheter. Dans les quartiers défavorisés, ils ne peuvent pas le faire. Les professeurs n'ont donc pas les moyens pour enseigner dans leur classe. Alors on voit que le budget effectivement alloué à l'éducation est tout de même important, mais il y a plusieurs problématiques. Celle des professeurs, des maîtres d'école qui se disent sous-payés pour certains, et puis les familles aussi. Ça coûte à peu près 1 € par jour pour envoyer son enfant à l'école, si l'on comptabilise au total.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, comme notre invité le disait, donner des manuels, parce que aller à l'école, c'est des fournitures, c'est des uniformes aussi, tout ça qu'il faut acheter. Plutôt privilégier ce côté-là vis-à-vis des familles ou plutôt vers les professeurs? Je pense que Marie-Angèle, pour un gouvernement, effectivement, prendre des décisions qui s'imposent en matière d'éducation, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs du millénaire, en tout cas en termes d'éducation. La voie a été prise, mais c'est depuis toujours, comme Eva Rogo le rappelait ici, hein, que le Kenya vraiment est dans ce processus, le niveau d'enseignement. Mais alors, disons, enseignement supérieur, universitaire de très très grande qualité. Et au fond, aujourd'hui, avec la crise économique, avec tout ce qui se passe dans la région, effectivement, il y a cette question, des investissements à faire pour déjà l'enseignement public, parce qu'il y a l'enseignement privé, on n'en a pas parlé, qui est de très grande qualité. Et puis là, les parents s'essaignent aux quatre doigts, donc il y a plus de moyens, l'enseignement est de qualité, alors que l'enseignement public, officiel, effectivement, souffre du délabrement des équipements. On a vu dans certaines classes, hein, vraiment, il y a obsolescence de matériel. Il y a aussi inégalité au niveau des salaires pour les familles qui n'arrivent pas à suivre, et que donc, effectivement, il faut un effort du gouvernement vis-à-vis du renforcement de la condition enseignante, c'est-à-dire il faut payer des enseignants quand même, surtout ceux du public, quand ils terminent, pour les motiver, et ensuite réduire les effectifs des classes, c'est-à-dire construire de nouveaux bâtiments, mais là ça nécessite beaucoup d'argent, mais il ne suffit pas de construire de nouveaux bâtiments, il faut des enseignants formés aussi, donc ce sont vraiment des défis très importants, et puis un effort vers ceux qui sont défavorisés, qui sont déscolarisés ou les laissés pour compte au fond du développement, enfin des ressources que le Kenya peut avoir par son commerce extérieur, oui, par exemple. Oui, effectivement, et Madame Lebenez, on se rend compte que finalement un élève qui est pas favorisé, on va dire, qui vient d'une bonne famille, qui peut se permettre d'avoir une éducation dans une école privée, aura plus de chances d'obtenir une bourse pour aller à l'université, étant donné qu'il aura reçu un meilleur enseignement, un enseignement de meilleure qualité, avec des professeurs de qualité. Donc l'inégalité se poursuit dans le temps aussi. Oui, l'inégalité se poursuit, mais oui et non, parce que moi je pense que dans tout, parfois on voit tous les élèves, ou bien les gens que je connais même, qui ont fait des grandes études, ils n'étaient pas les gens qui étaient de familles riches. C'était parfois les gens de bidonville. Voilà, qui sont arrivés à faire quelque chose. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'on ne suit pas l'éducation comme on faisait avant. Avant, c'était là, on savait que voilà, on va faire les, comme on dit, A-levels, comme on dit, advanced level. Et tu vas être le meilleur, donc tu vas le faire. Parce que tu auras tous les résultats, quand on a les résultats, tout était sur le journal le lendemain. Donc on savait qu'il y avait Rogo qui était là, qui a eu justement ça. Et les parents. De compétition. Oui, il y avait cette compétition, il y avait cette vouloir. Les gens voulaient vraiment avoir ces. Mais là, maintenant, il y a trop de détraction. Pour moi, il y a trop de détraction. Et évidemment, le côté des profs qu'on n'a pas, on n'a pas assez de... On n'a pas assez d'instituteurs formés. Oui, parce que aussi le Kenya, par exemple, moi je peux parler même des professeurs de français. Les professeurs de français sont très difficiles à garder au Kenya, parce que normalement le Kenya est à capitale où il y a toutes les organisations internationales. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle français, qui fait ça, normalement il part. Moi, un jour j'étais là au Kenya, j'étais avec une dame, un professeur avec sa classe. J'étais très contente du côté du Kikuyu, pas de la loi de Nairobi. Et donc, 3 mois, elle m'a dit, oh voilà, je suis maintenant avec les Nations Unies. Mais c'était à cause de la langue française. D'ailleurs, qu'elle parle, les professeurs de français. Donc, il y a un effort à faire, comme on dit. Il faut soigner les professeurs, il faut les payer bien, il faut les instruire aussi, parce que parfois, je pense qu'on a des manières aussi de faire, comme on dit, comme les stages et des trucs comme ça, que parfois on ne fait pas. Les formations continues qu'on ne fait pas. Je pense qu'on doit revenir sur les formations continues dans le pays même, parce qu'on ne le fait pas beaucoup. On ne fait pas beaucoup.
Est-ce que vous avez noté, Catherine Botros, un manque peut-être de motivation des élèves à l'heure actuelle vis-à-vis de l'éducation ou non? Vous avez vu une soif d'apprendre ou simplement un manque de moyens? Non, ils ont tous envie d'apprendre, ils ont tous envie de continuer leur scolarité le plus loin possible. Mais ça dans les quartiers pauvres, les enfants vont toujours parce qu'ils savent que ça c'est l'avenir. Voilà. L'éducation. C'est les riches normalement qui sont les filles de papa, les mamans. Ça c'est autre chose. Mais les pauvres normalement l'école c'est essentiel. Voilà, mais ce que j'ai noté aussi, c'est que beaucoup d'entre eux, encore aujourd'hui, malgré la réforme de 2003, ne peuvent pas aller à l'école. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette réforme, voilà, tout à fait, et puis tout simplement, ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas d'uniforme, parce qu'il y a quand même des frais pour pouvoir passer les examens, le KCP et le KCSE. Il faut payer. Les parents, parfois, ne peuvent pas s'offrir cette somme, et les enfants ne peuvent jamais passer ces examens. Et par rapport à cette réforme, elle a permis la gratuité dans l'enseignement primaire, mais pas dans l'enseignement secondaire. Et donc, du coup, vous avez seulement un enfant, en moyenne un élève sur deux, qui poursuit ses écoles au lycée, qui a la chance d'aller au lycée, où justement les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés et où les demandes en termes de matériel sont aussi Si on peut ajouter une chose, c'est que effectivement, avec cette mesure de gratuité, on a vu un afflux massif, un engouement des élèves vers justement l'école. Mais en même temps, l'État n'a pas mis les moyens qu'il fallait pour accueillir tout cet afflux-là. En janvier 2003, au moment de la réforme, il y a eu d'un seul coup 1,3 million d'écoliers en plus d'un seul coup. Mais il n'y avait même pas que les enfants seulement, il y avait des vieux hommes de 80 ans aussi qui sont dit voilà pour la... Oui, l'accès c'est gratuit, donc il fallait le faire. Oui. Effectivement. Oui. Et on va revenir sur un autre point aussi, avant de terminer ce débat. Les différences faites entre les filles et les garçons kenyans. Est-ce que ces différences-là sont perceptibles? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, il y a une discrimination positive pour les filles, notamment pour rentrer à l'université. La moyenne demandée est moins élevée lorsqu'on est une fille au Kenya que lorsqu'on est un garçon. Ça, cette partie-là, je ne connais pas parce que moi, quand je suis rentrée, j'avais le même. J'avais le même. Eh bien, figurez-vous que c'est effectivement le cas. Puis, je ne sais pas, ça, je ne crois pas parce que moi, je pense que les femmes kenyanes, normalement, ici, on a toujours parlé de Wangari Maathai. Mais je vous dis qu'au Kenya, il y en a des milliers de Wangari Maathai. Très, très instruites, qui ont fait des bonnes études. Au Kenya, aujourd'hui, quand tu vas, Kenya Airways, par exemple, combien de pilotes on a de Kenya Airways qui amènent ce Boeing 700, je ne sais pas quoi, jusqu'à Paris, jusqu'à Amsterdam. Des pilotes, oui. On n'a pas qu'une seule, on ne parle pas normalement des femmes kenyanes, on n'a pas qu'une pilote, mais on a plusieurs pilotes. Mais le fait que maintenant il y ait cette politique de discrimination positive, permettre aux jeunes filles d'accéder, seulement l'accès à l'université avec une moyenne un peu plus faible que celle des garçons. Vous êtes pour, contre, vous comprenez? Non, moi je pense que de toute façon, je pense que les filles sont vraiment très... pour moi, elles sont très intelligentes. Oui, car je ne vois pas les raisons de vraiment diminuer les notes. Alors peut-être que évidemment, comme on l'a dit, les conditions ont changé. À l'époque, quand toi tu as étudié, la motivation, voilà. Et que peut-être aujourd'hui, on se dit, en termes de déscolarisation, les filles peut-être abandonnent un peu plus que les garçons et que donc pour permettre et donc une politique dynamique comme ça pour stimuler, pour qu'elles continuent, sans remettre en question leur intelligence. C'est simplement... Moi, je crois qu'il y avait un truc qu'ils ont fait parce qu'il y avait des filles qui tombent enceintes. Oui. C'est ça, les filles qui tombent enceintes. Donc on dit que maintenant, elles peuvent continuer l'éducation après l'accouchement. Merci à vous, c'est la fin de ce débat. On va à présent rappeler les principales informations dont nous avons parlé en première partie d'émission. La Guinée équatoriale, longtemps considérée comme étant l'un des pays africains les moins riches et les moins avancés, s'est bien rattrapée depuis. Ses revenus ont augmenté de manière exponentielle et une ambitieuse politique de grands travaux a été lancée par les autorités. Les Gabonais se rendront aux urnes le 23 novembre prochain pour les élections municipales. Elles permettront d'élire les nouveaux maires et sénateurs. La liste du parti au pouvoir a été publiée et nouveauté, la biométrie est au cœur de ce processus. On va vous remercier, Eva Rogo-Lebenez. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. On rappelle que vous êtes auteur, vous êtes styliste et vous êtes aussi traductrice. Vous avez d'ailleurs porté l'une de vos créations. Et on rappelle votre site internet www.evarogo-lebenez.com. Merci. Merci beaucoup. Alors vous restez avec nous, Catherine Botros ainsi qu'Alfred Chango pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.